Dans le silence étouffant de la chambre, elle a murmuré un nom. Juste un nom. Et il s'est figé. Son corps entier verrouillé, son cœur battant si fort qu'elle aurait pu l'entendre. Mais elle n'a rien entendu, parce qu'elle pensait qu'il dormait. Et le nom qui a franchi ses lèvres n'était pas le sien. 3 mois plus tôt, ce même homme était au sommet du monde. Marcus Okonkwo n'était pas seulement riche. Il était le genre de riche qui fait que les gens s'arrêtent et regardent. Le genre de riche où le chauffeur ouvre la porte de sa Bentley Continental noire brillante tous les matins à 7h15 précise. Le genre de riche où sa signature vaut plus que le salaire annuel de 100 personnes. Entrepreneur, investisseur, magnate de l'immobilier. À 42 ans, il avait bâti un empire international qui avait commencé avec un seul immeuble commercial et s'étendait désormais sur 3 continents. Son groupe, Okonkwo Holdings, était devenu synonyme de puissance financière. Quand il entrait dans une pièce, les conversations s'arrêtaient net, pas par peur, par respect, par reconnaissance instinctive de celui qui contrôle véritablement les fils invisibles de l'argent et de l'influence. Et à ses côtés, toujours, il y avait elle. Zara. 36 ans, peau foncée comme de l'ébène poli, des yeux qui semblaient renfermer des secrets anciens. Ancienne mannequin reconnue, aujourd'hui philanthrope de renom, organisatrice de galas de bienfaisance qui réunissaient l'élite africaine et internationale. Elle portait des robes de grands créateurs qui coûtaient le prix de voitures de luxe. Elle souriait aux caméras avec la confiance naturelle de ceux qui sont nés pour briller en société. Quand elle marchait, son port était altier, incarnant l'équilibre parfait entre élégance intemporelle et pouvoir discret. Les magazines français et internationaux adoraient les photographier ensemble. Le couple idéal, l'union de 2 univers. Lui, le génie des affaires, elle, l'icône de l'influence sociale. 10 ans de mariage, 10 ans de dîners diplomatiques dans les ambassades, de voyages réguliers à Dubaï et à Monaco, de sourires calibrés lors d'événements mondains. 10 ans où tout semblait orchestré à la perfection. Le manoir aux 23 chambres à Lagos, le penthouse surplombant la Tamise à Londres, la villa face à la mer au Cap. Tout était organisé au centimètre près, chaque détail une expression du statut. Les employés savaient exactement où Marcus prenait son petit déjeuner et à quelle heure. Zara disposait d'une assistante personnelle qui gérait son agenda avec une rigueur suisse. Même le chien de la famille, un magnifique Saluki aux origines généalogiques certifiées, possédait son propre compte Instagram administré avec professionnalisme. De l'extérieur, c'était l'impeccabilité même. De l'intérieur, c'était suffisant. Aucun scandale ne venait troubler leur image. Pas de dispute publique. Marcus travaillait 16 heures par jour, pilotant son empire sans relâche. Zara gérait sa fondation avec passion et organisait des événements caritatifs qui rapportaient des millions pour des causes nobles. Leurs conversations tournaient autour des placements boursiers, de l'aile pédiatrique qui méritait le prochain don généreux, de l'opportunité d'acquérir la propriété voisine du manoir pour plus d'intimité. Des conversations fonctionnelles, des échanges entre 2 personnes qui avaient construit quelque chose de durable ensemble. Mais Marcus a commencé à remarquer de petites choses. Rien de dramatique. Rien que l'on puisse désigner en disant « c'est faux ». Juste. Des changements subtils dans la texture du quotidien. Cela a commencé avec le téléphone. Zara avait toujours été réservée avec la technologie. Jamais du genre à rester collée à l'écran. Mais Marcus remarqua qu'elle consultait soudainement ses messages avec une assiduité nouvelle. Non pas constamment, non pas de façon criante, mais à des heures précises, ritualisées. Après le dîner, avant de se coucher, lorsqu'elle le croyait absorbé dans la bibliothèque à traiter sa correspondance électronique. Il y avait autre chose aussi. Une légèreté nouvelle dans sa démarche. Un sourire qui fleurissait parfois sans raison quand son regard effleurait l'écran. Des micro-expressions subtiles que Marcus, formé à décoder les intentions humaines dans les salles de négociation, ne pouvait pas manquer. Il reconnaissait ce langage corporel, celui d'une femme touchée par une affection nouvelle. Un après-midi, il travaillait dans son bureau quand il entendit la voix de Zara dans le couloir. Elle était au téléphone. Cet ton n'était pas le sien. Plus léger, plus intime, plus vulnérable. Il ne pouvait saisir que des bribes de ses paroles, seulement le timbre de sa voix qui le paralysait. Quand elle raccrocha et franchit la porte du bureau, le sourire s'effaça en une fraction de seconde. Le masque impeccable qu'elle portait habituellement se réinstalla. Marcus ne dit rien. Qu'aurait-il pu dire?
Pourquoi tu souriais au téléphone? C'eût été ridicule. Le symptôme de la paranoïa d'un homme qui accumule les succès, mais qui travaille peut-être bien trop. Mais la graine était plantée. 2 semaines plus tard, Marcus rentra plus tôt du bureau. Une réunion reportée, une rareté dans son agenda surcharge. Il emprunta l'entrée latérale, celle qui menait directement à la cuisine. Il entendit des voix dans le salon. Zara conversait avec quelqu'un. Il s'approcha sans bruit, non par calcul, simplement parce qu'il demeurait en mode travail, l'esprit ailleurs, préoccupé par diverses questions commerciales. La voix de Zara. « Non, pas maintenant. Il pourrait rentrer à n'importe quel moment. » Silence. « Je sais bien, je sais. Mais il faut qu'on soit plus discret. » Marcus se figea, son sang se glaça. Il demeura dans le couloir, invisible, essayant de traiter ce qu'il venait d'entendre. À qui parlait-elle? De quoi exactement? Puis il a entendu des pas. Rapides. Zara s'approchait. Il a reculé instinctivement, est ressorti par la porte latérale, l'a refermée doucement, a attendu 5 secondes et l'a rouverte, cette fois avec le bruit normal de quelqu'un qui vient d'arriver. « Salut, chérie », a-t-il appelé fort, la voix contrôlée, désinvolte. Zara est apparue du salon, le visage parfaitement composé. Sourire poli. « Marcus, tu es rentré tôt. Réunion annulée. J'ai pensé profiter de l'après-midi ici. » Il l'a observé. Aucun signe de nervosité, pas de rougeur, pas d'hésitation. Elle était douée, très douée. « C'est super. Je pensais justement demander au chef de préparer ces pâtes que tu adores. » Conversation normale. Conversation de couple. Marcus a hoché la tête, lui a souri en retour, mais quelque chose en lui avait changé. Parce que cette phrase qu'il avait entendue, « il peut arriver à tout moment », n'avait pas de contexte innocent, pas d'explication réconfortante. C'était le genre de phrase que l'on dit quand on cache quelque chose. Et l'autre phrase, « Nous devons être plus prudents. » Nous. Qui est nous? Marcus n'a pas cherché la confrontation. Les hommes comme lui ne confrontent pas sans preuve, sans plan, sans avoir le contrôle de la situation. Il n'a pas bâti un empire en agissant de manière impulsive, mais en observant, en analysant, en attendant le moment propice. Il a donc commencé à faire attention. Vraiment. Le chauffeur. Samuel. Employé depuis 8 ans, d'une ponctualité exemplaire, résolument discret. Marcus ne s'était jamais attardé sur son existence. Samuel s'intégrait au décor comme les agents de sécurité, comme le personnel de maison. Indispensable, mais transparent. Sauf que maintenant, Marcus observait avec une attention nouvelle. Ce sourire particulier que Samuel affichait chaque fois que Zara montait dans la voiture. Comment il ajustait le rétroviseur pour avoir une vue parfaite sur elle, assise à l'arrière. Et ce jour où Marcus avait vu Zara effleurer l'épaule de Samuel en quittant le véhicule. Un geste bref, rien d'évident, mais chargé d'intimité. Le type de contact qu'on n'entretient pas avec quelqu'un à son service. Celui qui trahit une proximité bien établie. Marcus sentit la nausée lui remonter dans la gorge. Il l'étouffa et continua son observation minutieuse. Il y eut ce jour où Zara mentionna qu'elle se rendait au spa. Marcus, discrètement, traça la trajectoire du véhicule familial via le système de géolocalisation de son groupe. La voiture pénétra dans l'enceinte du spa. Elle y stationna 20 minutes. Puis elle se dirigea vers un quartier résidentiel à 40 minutes de là. Elle y demeura stationnée pendant 90 minutes. Ensuite, elle revint. Quand Zara franchit la porte, elle resplendit, apaisée. Le spa était divin, mon amour, vraiment. Tu devrais goûter à ce massage aux pierres chaudes qu'il propose. Marcus hocha la tête affirmativement. Peut-être que c'est une excellente idée. Or, il savait. Il avait la certitude qu'elle n'avait point passé 4 heures dans les thermes. Il savait que la voiture avait emprunté d'autres trajets. Et il savait qu'elle mentait avec la même naturelle aisance qu'elle respirait. La trahison n'était encore qu'une théorie. Mais le mensonge était un fait. Et Marcus Okonkwo ne tolérait pas les mensonges. Il avait besoin de certitude, pas de soupçon. Une certitude absolue, indéniable. Le genre qui ne laisse aucune place au doute ou à l'interprétation. Et puis, par une nuit silencieuse, alors qu'il sirotait un whisky écossais de 30 ans d'âge dans la bibliothèque, l'idée lui est venue. Un test. Simple, élégant, concluant. Il ferait semblant de dormir profondément. Et il verrait ce que Zara ferait quand elle penserait qu'il ne l'observait pas. Car les gens révèlent leur vrai visage lorsqu'ils se croient seuls, quand le masque peut tomber, quand personne ne regarde. Marcus avait appris cela en affaires.
Les meilleures informations ne viennent pas de ce que les gens disent en réunion, mais de ce qu'ils chuchotent dans les couloirs quand ils pensent que personne d'important n'écoute. Alors il a attendu, il a planifié, il a choisi la bonne nuit. Un vendredi, jour où Zara semblait toujours plus détendue, plus libre. Il a dîné normalement. Il a parlé de banalité. Il est monté dans sa chambre à 10h30, comme toujours. Et à 11h, quand Zara est entrée dans la chambre, il était déjà couché. Respiration lente. Yeux fermés. Corps immobile. La performance parfaite d'un homme épuisé tombé dans un sommeil profond. Il a entendu ses pas, doux, pieds nus sur la moquette coûteuse. Il a senti le matelas s'affaisser légèrement quand elle s'est allongée à côté de lui. Il a attendu. Chaque seconde était une éternité. Chacune de ses respirations devait être précise, naturelle, profonde. 5 minutes, 10, 15. Et puis, elle a bougé. Elle a pris son téléphone. Marcus a entendu le son presque imperceptible de l'écran qui s'allume. Il l'a entendu taper. Il a entendu sa respiration changer, devenir plus rapide, plus anxieuse. Et puis, dans l'obscurité étouffante de la chambre, elle a chuchoté. Samuel, juste un nom. Mais ce nom a détruit 10 ans de mariage en une seule seconde. Marcus n'a pas bougé. Chaque muscle de son corps lui criait de se lever, de confronter, d'exiger des explications. Mais il s'est forcé à rester immobile. Parce que maintenant, il savait. Et maintenant, il avait besoin d'en savoir plus. Elle est entrée dans la chambre à pas légers, presque silencieux. La lumière du couloir a dessiné sa silhouette un bref instant avant qu'elle ne ferme la porte. Il a gardé les yeux fermés, la respiration profonde et rythmée. Chaque muscle de son corps était tendu, mais extérieurement, il semblait dans une paix absolue. Elle l'a observé pendant de longues secondes, en attendant, s'assurant. Lorsqu'elle a finalement semblé convaincue qu'il dormait profondément, elle s'est dirigée vers le fauteuil près de la fenêtre. C'est alors que la lumière du portable a illuminé son visage. Elle a tapé quelque chose rapidement, puis a porté l'appareil à son oreille. « Allô ?» Son chuchotement était tellement ténu qu'il dut réguler jusqu'à son propre souffle pour l'entendre. Oui, il dort profondément. Son cœur s'emballa. Chaque pulsation tonnait dans son crâne comme un roulement de tambour martial. « Je peux te voir demain. » Oui, à l'endroit où on va habituellement. À l'endroit où on va habituellement. Ces mots le transpercèrent. Il existait donc un endroit habituel. Ce n'était pas une aberration. Ce n'était pas une écart isolé. C'était quelque chose de structuré, de récurrent, de prémédité. Elle poussa un petit rire. Un rire enroué, chargé d'intimité. Le type de rire qu'il croyait réservé à lui seul. Je sais que c'est dangereux, mais il faut que je te voie. Quelque chose s'effondra dans sa poitrine. Un maelstrom de fureur, de douleur et d'une morbide fascination qui le dévorait. Qui parlait-elle ? Pourquoi ce ton, chargé d'une tendresse teintée d'urgence ? Samuel. Le nom s'échappa de ses lèvres comme une confession murmurée. Samuel, le chauffeur. L'homme qu'il avait personnellement engagé il y a 6 mois. Un CV irréprochable. L'expérience auprès de familles prestigieuses. Discrétion exemplaire. Professionnalisme apparent. Sérieux documenté. Du moins, c'est ce que le dossier prétendait. Chaque fibre de son être le pressait de se lever, d'arracher le téléphone de ses doigts et de demander des comptes. Mais non. Pas à cet instant. Il avait besoin de savoir plus. Il avait besoin de mesurer l'étendue de cette catastrophe. « Tu m'as manqué aussi », murmura-t-elle, puis après une pause chargée. « À demain, je te le promets. » La conversation s'interrompit. Elle demeura assise quelques minutes, le regard fixé par la baie vitrée, prisonnière de pensées qu'il ne pouvait ni atteindre ni comprendre. Puis elle se leva, remisa son téléphone et se recoucha contre lui, comme si rien ne s'était déroulé, comme si elle ne venait pas de lui enfoncer une lame dans le cœur. Il conserva son immobilité jusqu'à ce que son souffle se stabilise, jusqu'à sa certitude que le sommeil l'avait reclaimed. Ce n'est que là qu'il osa ouvrir les yeux dans cette obscurité suffocante. Samuel. Le nom résonnait comme un verdict irrévocable. Il se releva avec 1000 précautions, quitta la chambre et regagna son bureau de travail. Il illumina son écran et entreprit un examen méthodique, scrutant chaque interaction, chaque instant qui aurait pu passer inaperçu. Les souvenirs se réorganisèrent progressivement, comme les fragments d'un funeste puzzle, 6 mois auparavant.
l'inauguration de sa nouvelle galerie d'art. Il était occupé par des pourparlers financiers quand il remarqua Samuel, l'assistante, dans le chargement de plusieurs toiles. Rien qui ne fût extraordinaire. C'était du travail de routine, après tout. Mais en revoyant cette scène mentalement, il se remémora son sourire. La manière dont ses doigts avaient frôlé ceux de Zara en saisissant l'un des cadres. Pure coïncidence? Il poursuivit son fouille mémoriel. 3 mois passés. Elle était rentrée radieuse après un déjeuner avec des amis. Elle avait assuré que c'était délicieux, qu'elle devait s'accorder davantage ses plaisirs. Il s'était réjoui de cette joie affichée, mais Samuel avait congé ce même jour. Il en était certain car il avait dû faire appel à un chauffeur alternatif pour un déplacement stratégique. Coïncidence? 2 semaines plus tôt. Elle avait mentionné, presque en passant, que Samuel lui avait conseillé un établissement culinaire remarquable. Il possède un vrai flair pour ces choses, avait-elle commenté en souriant. Tu devrais vraiment découvrir ce lieu, mon chéri. À ce moment-là, il n'y avait vu aucune anomalie. Maintenant, chaque syllabe acquérait une densité nouvelle, une signification obscure. Ce n'étaient point des coïncidences. C'étaient des indices, des signaux qu'il avait occultés par confiance, par amour, par son incapacité à envisager qu'une personne à ce point intérieur, quelqu'un au seuil duquel il avait ouvert son intimité, puisse, il s'immobilisa, respira profondément. Il lui fallait des certitudes tangibles. Impossible d'agir en s'appuyant sur la conjecture et les reconstructions mentales. Pas à ce stade. La nuit qui suivit, il reconstitua minutieusement cette mise en scène. Dîner sans prétention, conversation ordinaire. Il gravit l'escalier plus tôt, alléguant un épuisement. Il s'étendit, contrefaisait le sommeil, puis il attendit. Elle franchit la porte 30 minutes après. De nouveau ses pas précautionneux, cette observation inquisitrice, cette certitude qu'il cédait au repos. De nouveau cet écran qui illuminait son visage en projetant des ombres douces. Mais cette conversation différait profondément de la première. « Je comprends que c'est complexe, » murmura-t-elle. « Mais il ne peut pas découvrir. Pas maintenant. Pas maintenant. » Comme s'il existait une temporalité, un instant déterminé où tout s'éclaterait, pour tout détruire. « Je souhaiterais moi aussi que ce soit autrement, Samuel. Mais c'est notre situation actuelle. » Sa voix vibrait d'une nostalgie qui le troubla. Contenait-elle de la culpabilité, du regret authentique, ou simplement l'énergie requise pour perpétuer ce mensonge orchestré? Demain, quand nous nous verrons, on pourra clarifier tout ça, vraiment, tout ça. Quels autres mystères reposaient encore enfouis? Je ne peux pas continuer ainsi, murmura-t-elle, et sa voix vacilla presque. Mais m'arrêter m'est impossible. Ses paroles résonnèrent dans le silence chambrière comme une accusation murmurée. Elle était captive, ballottée entre 2 existences inconciliables, et lui, prostré là, perpétuant cette feinte, demeurait également prisonnier. Écartélé entre l'impulsion de l'affronter et son besoin viscéral de tout appréhender. L'appel prit fin. Elle versa des larmes silencieuses pendant plusieurs minutes avant de se recoucher. Jamais auparavant il ne l'avait vue pleurer de cette manière. Pas lors de la perte de leur premier patrimoine d'affaires. Pas lors du décès de sa mère. Mais maintenant, à cause de Samuel, elle versait des larmes d'une vulnérabilité qui appartenait au territoire sacré de leur intimité partagée. C'était le paroxysme du tourment. Ce n'était pas seulement la trahison charnelle qui le désagrégeait, c'était l'intimité des sentiments, l'exposition réciproque des fragilités, la confiance qu'elle consentait à un autre. Il demeura les yeux grands ouverts pendant la nuit complète, fixant l'obscurité, écoutant son souffle cadencé à côté de lui. Chaque fois qu'elle se mouvait, il imaginait ses rêves peuplés de Samuel, envisageait si leur projet d'avenir l'excluait. À l'aurore, elle s'éveilla et incarnait parfaitement l'ordinaire. Elle l'embrassa, s'informa de ses obligations professionnelles, proposa un dîner en tête-à-tête pour la soirée. Cette apparence de normalité représentait le plus perturbant, car à présent, Marcus Okonkwo portait un poids différent. La connaissance, la certitude et l'horrible lucidité que la femme allongée à côté de lui avait bâti une réalité parallèle. Que chaque baiser, chaque sourire, chaque « je t'aime » prononcé dans l'obscurité contenait une couche de mensonge. Il se demanda quel était son plan. Quand envisageait-elle de lui dire la vérité? Ou prévoyait-elle de le maintenir indéfinitely en ignorance? Et la question qui le torturait vraiment, quand elle appelait le chauffeur Samuel, c'est que derrière ce façade, une vérité plus complexe se cachait. Une histoire entrelacée de désirs, de regrets et de choix impossibles.
Mais ce qu'il ignorait encore, c'est que cette nuit d'écoute clandestine allait bouleverser bien davantage que son mariage. Elle allait ébranler la fondation de tout ce qu'il croyait savoir sur la loyauté, le pouvoir et le prix réel du contrôle. Car les hommes comme Marcus Okonkwo croient pouvoir orchestrer chaque aspect de leur existence. Jusqu'au moment où ils découvrent que certaines vérités, une fois révélées, ne peuvent jamais être oubliées. Et certaines blessures ne cicatrisent jamais véritablement. Comment quelqu'un pouvait-il vivre deux vies si complètement séparées? Comment pouvait-elle le regarder dans les yeux et mentir avec une telle facilité? Il descendit prendre son café, observa Samuel au loin, en train de nettoyer scrupuleusement la voiture. L'homme travaillait avec efficacité, professionnalisme. Rien dans sa posture ne suggérait autre chose que du dévouement au travail. Samuel était-il aussi un acteur talentueux? Ou se passait-il quelque chose d'autre, quelque chose qu'il ne parvenait pas encore à voir? Une nouvelle question commença à se former dans son esprit. Une possibilité qui le rendit encore plus inquiet. Et si Samuel était au courant du test? Et si cela faisait partie d'un plan plus vaste? Il secoua la tête, essayant de chasser la paranoïa. Mais la graine du doute était déjà plantée. Il avait besoin de réponses. Il avait besoin de preuves irréfutables. Cet après-midi-là, il s'accorda une décision fatale. Il n'allait plus se comporter en observateur passif. Il n'allait plus contrefaire le sommeil tandis que son univers se disloquait autour de lui. Demain, quand elle irait retrouver Samuel à l'endroit habituel, il serait présent. Non pas comme le mari floué qui pleurerait dans l'ombre, mais comme l'homme qui avait édifié un empire par la stratégie et l'intellect pur. Il découvrirait la vérité, l'intégralité. Seulement alors, il déterminerait quoi faire des débris de ce qu'il appelait autrefois son mariage. Une chose demeurait certaine, l'attente passive avait pris fin. L'observation muette des événements était révolue. Demain, la couverture tomberait, et lui-même ignorait s'il disposait de la force morale pour affronter ce qui en émanerait. La voix du milliardaire restait froide comme le marbre quand il proféra les paroles qui bouleverseraient tout. « Je dois connaître chaque fragment, chaque mouvement, chaque inhalation. » À l'autre extrémité du fil, le détective privé le plus prisé de la métropole observa un silence délibéré. Ce n'était pas le premier magnate à le solliciter pour des questions matrimoniales. Cependant, quelque chose vibrait différemment dans l'urgence de cette voix. Une fusion de rage contenue et de désarroi malsagement dissimulé qui présageait une affaire d'exception. Le détective consentit sans hésitation. Lorsqu'on fréquente l'élite, la fortune ne représente jamais une limitation. C'est seulement un instrument. Et auparavant, l'argent du milliardaire s'apprêtait à acquérir la vérité, aussi amère fût-elle. 24 heures plus tard, l'opération de surveillance était en place. Traceurs GPS installés discrètement sur les véhicules. Caméras microscopiques au point stratégique. Surveillance téléphonique avancée capable de capter chaque appel, chaque message. La technologie moderne avait transformé l'investigation en une science exacte. Aucun secret ne résiste au regard méthodique d'équipements de pointe et de professionnels entraînés. Le détective commença par l'évidence, suivre l'épouse. Documentar chaque sortie, chaque rencontre, chaque instant loin du manoir. Les premiers jours, les rapports étaient précis et impersonnels. Shopping dans les boutiques de luxe, déjeuner avec des amis au club privé, séance de yoga dans un studio exclusif. La routine prévisible d'une femme de la haute société. Mais alors survint le premier véritable choc, capturé en haute définition à 14h37 par un jeudi ensoleillé. L'épouse du milliardaire entra dans un café sophistiqué au cœur du quartier financier, regarda autour d'elle avec une méfiance visible et s'assit à une table discrète au fond. 3 minutes plus tard, il arriva. Le chauffeur, en tenue décontractée, pas en uniforme. Il s'assit en face d'elle avec la familiarité de quelqu'un qui avait déjà fait cela maintes fois. Le détective ajusta le zoom de la caméra cachée et commença l'enregistrement. C'était le moment qui allait valider tous les soupçons. La confirmation professionnelle que le milliardaire n'était pas fou, qu'il n'était pas paranoïaque. Ses soupçons reposaient sur du concret. Et cette confirmation eut un effet dangereux sur l'esprit du mari trompé. Elle transforma la colère en certitude. La certitude est un carburant. La certitude justifie les actions extrêmes. Mais la vérité, comme toujours, était plus complexe que toute certitude hâtive. Le détective était méthodique par nature et par expérience. Une rencontre ne fait pas une liaison. Des preuves solides exigent des schémas, de la répétition, du contexte. Alors il creusa plus profond, épluchant les relevés bancaires, analysant les historiques de communication, reconstruisant les chronologies.
Ce qu'il découvrit les jours suivants brossa un tableau troublant. Ce n'était pas la première rencontre, ni la deuxième. Les enregistrements des caméras de sécurité des commerces, croisés avec les données GPS, révélèrent une vérité stupéfiante. L'épouse et le chauffeur se voyaient régulièrement depuis au moins 3 mois. Toujours dans des lieux publics, mais discrets. Toujours vers la même heure. Toujours pour la même durée d'environ 45 minutes. Le schéma était indéniable. Méthodique, délibéré, planifié. Mais alors, le détective fit ce que font toujours les bons professionnels. Il enquêta sur l'autre côté de l'équation. Qui était vraiment ce chauffeur? L'enquête sur ses antécédents révéla quelque chose d'inattendu. Avant de travailler pour des familles riches, l'homme avait eu une autre vie. Une vie complètement différente. Il avait été chef d'entreprise, propriétaire d'une société de logistique de taille moyenne qui, pendant des années, avait prospéré en desservant le secteur de l'exportation. Il avait ses propres bureaux, une flotte de véhicules, des employés. Il n'était pas riche comme ses employeurs actuels, mais il vivait confortablement. Il avait de la dignité. Il avait un avenir. Jusqu'à ce que tout s'effondre. Une série de contrats frauduleux, un associé malhonnête, des procès qui s'étaient éternisés pendant des années. L'entreprise fit faillite. Il perdit tout. Sa maison, ses économies, sa réputation. Le destin cruel qui transforme des hommes d'affaires en chauffeurs, réduit des rêves à des salaires mensuels, écrase la fierté sous une nécessaire servilité. Cette découverte aurait dû être sans rapport avec l'affaire. Mais quelque chose dérangeait le détective. Pourquoi un homme avec ce passé risquerait-il tout pour une liaison avec la femme de son patron? Cela n'avait aucun sens du point de vue risque-bénéfice. Il avait déjà tout perdu une fois. Pourquoi risquer de tout perdre à nouveau? La réponse vint des relevés bancaires de l'épouse. Commençant exactement 3 mois plus tôt, coïncidant parfaitement avec le début des rencontres secrètes, la femme du milliardaire avait commencé à effectuer des retraits en espèces. Toujours des sommes importantes. Toujours en liquide, impossibles à tracer numériquement. 1 000 $ par-ci, 2 000 par-là, parfois 5 000 d'un coup. Le détective croisa les dates. Chaque retrait correspondait exactement à une rencontre avec le chauffeur. Le schéma était d'une précision mathématique. En recevant ce rapport, le milliardaire sentit sa colère exploser en un triomphe amer. La preuve définitive était là. Elle ne le trahissait pas seulement émotionnellement. Elle payait pour ça. Elle finançait cette liaison avec l'argent de la famille. Elle utilisait la fortune qu'il avait bâtie pour entretenir son amant. L'humiliation était totale. La trahison avait un prix. Et il pouvait le calculer au centime près. Mais le détective privé ne partageait pas la même certitude. Il y avait quelque chose qui clochait dans l'ensemble du tableau. Une pièce qui ne s'emboîtait pas. Et les professionnels expérimentés ont appris à se fier à ce malaise, à ce sentiment que l'histoire évidente peut cacher la vraie vérité. Il a donc décidé d'aller au-delà de la surveillance passive. Il a installé des dispositifs d'écoute longue portée, des microphones directionnels capables de capter des conversations à 30 mètres de distance. Une technologie militaire adaptée aux enquêtes civiles. Illégale? Techniquement, oui. Mais quand on travaille pour des milliardaires, certaines limites légales deviennent négociables. Lors de la rencontre suivante, il a positionné l'équipement parfaitement. Le café disposait d'une terrasse, ce qui facilitait la capture audio. Il a attendu, écouteurs ajustés, enregistreur numérique activé, tandis que l'épouse et le chauffeur s'asseyaient à nouveau à la même table discrète. Ce qu'il a entendu dans les minutes qui ont suivi a complètement remis en question le récit que tout le monde avait construit. Pas de mots d'amour. Aucune conversation romantique. Aucun plan de fuite ni déclaration passionnée. Au lieu de cela, des fragments d'une conversation totalement différente sont parvenus aux oreilles de l'enquêteur. Il reste combien? La voix de la femme, tendue mais contrôlée. On y est presque. Encore 2 mois, peut-être 3. La réponse du chauffeur, empreinte d'une gratitude discrète. Tu dois être sûr de bien faire les choses. S'il le découvre. Je sais. Je sais le risque que vous prenez. Et puis, les mots qui ont tout changé. Il ne s'agit pas de nous. Il s'agit de rembourser, de régler cette dette une bonne fois pour toutes. Une dette, pas de l'amour, pas une liaison, une dette. L'enquêteur a rembobiné l'enregistrement 3 fois, pour s'assurer qu'il avait bien entendu. Son cerveau tournait à toute vitesse, réanalysant toutes les preuves à travers ce nouveau prisme. Les retraits réguliers, les rencontres systématiques, la discrétion absolue.
Ce n'était pas une liaison extra-conjugale, c'était tout autre chose. Mais quoi exactement? Quel genre de dette pourrait lier l'épouse d'un milliardaire à un chauffeur fauché? Et pourquoi risquerait-elle tout, mentant à son mari, organisant des rencontres secrètes, détournant de l'argent pour aider un employé? La réponse se trouvait quelque part dans le passé. Dans un événement, une connexion, un secret précédant l'emploi du chauffeur dans la famille. Quelque chose qui avait créé une obligation si forte que la femme était prête à trahir la confiance de son mari pour l'honorer. L'enquêteur a compilé son rapport avec un soin inhabituel. Il a présenté les faits, les rencontres, les retraits, l'historique du chauffeur, l'enregistrement audio. Mais pour la première fois de sa carrière, il a ajouté quelque chose de rare, une mise en garde. « Monsieur le milliardaire », a-t-il écrit à la fin du document, « les preuves suggèrent que votre femme cache quelque chose d'important. Mais je peux me tromper sur la nature de ce secret. Il existe de multiples explications possibles au comportement observé. Je recommande de poursuivre l'enquête avant toute confrontation. » Lorsque le milliardaire a lu ce rapport, assis seul dans son bureau privé, quelque chose d'étrange s'est produit. La colère qui le consumait depuis des semaines a commencé à se mêler à de la confusion. Le scénario mental qu'il s'était construit, épouse infidèle, amant opportuniste, trahison classique, a commencé à s'effondrer. Si ce n'était pas une liaison, qu'est-ce que c'était? Si elle payait une dette, de quelle dette s'agissait-il? Et surtout, pourquoi ne pouvait-elle pas simplement dire la vérité? La trahison, découvrit-il, a de multiples visages. Parfois, elle se part d'une romance interdite. Mais d'autres fois, elle se cache dans des secrets financiers, des loyautés occultes, des passés qui refusent de rester enterrés. Et quand le mensonge s'entremêle à quelque chose qui dépasse le désir, quand les secrets ont des racines profondes dans des obligations anciennes, la vérité devient plus que douloureuse. Elle devient dangereuse. Car certaines vérités, une fois révélées, ne détruisent pas seulement des mariages. Elles détruisent tout. Des réputations, des fortunes, des avenirs entiers construits sur des fondations de mensonges bien intentionnés. Le milliardaire referma le rapport et regarda par la baie vitrée qui offrait une vue panoramique sur la ville qu'il avait aidé à construire. Dehors, des millions de gens vivaient leur vie, chacun portant ses propres secrets, ses propres mensonges, ses propres dettes invisibles. Il avait toujours cru que l'argent achetait la vérité, que suffisamment de ressources pouvaient éclairer n'importe quelle obscurité. Mais maintenant, tenant des preuves concrètes qui soulevaient de plus de questions que de réponses, il faisait face à une réalité troublante. Parfois, la vérité que l'argent achète n'est que le début du mystère. Et le vrai danger n'est pas dans ce que vous découvrez. Il est dans ce que vous ne savez pas encore. Le téléphone a vibré avec une urgence qui a fait bondir le cœur de Marcus. C'était le détective privé. Sa voix semblait différente cette fois. Ce n'était pas le ton professionnel et distant habituel. Il y avait quelque chose. De l'excitation? De l'incrédulité? « Monsieur Okonkwo, vous devez voir ça immédiatement, » dit-il, sans les salutations d'usage. « J'ai obtenu les images que vous demandiez, et j'ai découvert quelque chose qui va tout changer. » Marcus a senti son sang se glacer. C'était le moment. La vérité qu'il avait poursuivie sans relâche était enfin à sa portée. Mais pourquoi alors sentait-il ce serrement dans la poitrine? Pourquoi ses mains tremblaient-elles en tenant le téléphone? « Envoyez tout maintenant, » ordonna-t-il, essayant de garder une voix ferme. « Je préfère vous montrer ça en personne. Il y a des choses qui nécessitent des explications. Pouvez-vous venir à mon bureau dans 1 heure? 1 heure, 60 minutes qui semblèrent une éternité. Marcus annula toutes ses réunions. Il dit à sa secrétaire qu'il était indisposé. Il s'enferma dans son bureau, incapable de penser à autre chose qu'à ce qu'il était sur le point de découvrir. Lorsqu'il arriva enfin au bureau discret de l'enquêteur, situé dans un immeuble commercial loin des regards curieux de la haute société, Marcus était prêt à tout, ou du moins, le pensait-il. L'enquêteur l'accueillit avec une expression grave. Il n'y avait aucune lueur de triomphe dans ses yeux, seulement quelque chose qui ressemblait à de la compassion. Et cela effraya Marcus plus que toute autre chose. « Avant de vous montrer les images, j'ai besoin que vous compreniez une chose, » commença l'enquêteur, faisant signe à Marcus de s'asseoir. « Parfois, quand on cherche des réponses, on n'aime pas ce qu'on trouve. Mais pas parce que la réponse est ce qu'on imaginait, mais bien parce qu'elle révèle quelque chose sur nous-mêmes. » Marcus fronça les sourcils, impatient. « Montrez-moi juste ce que vous avez découvert. » L'enquêteur soupira et ouvrit son ordinateur portable. La première image apparut à l'écran. C'était la rencontre au café. Amara et l'homme mystérieux,
assis à table. Mais cette fois, la caméra avait capturé un angle différent. Un angle qui révélait quelque chose que Marcus n'avait pas remarqué auparavant. Le visage de l'homme était parfaitement visible. Et Marcus sentit le monde s'arrêter. Ce n'était pas possible. « Vous le reconnaissez » demanda doucement l'enquêteur. Marcus ne pouvait pas parler. Ses lèvres bougeaient, mais aucun son ne sortait. Parce que oui, il le reconnaissait. C'était impossible de ne pas le reconnaître, même après tant d'années. Même après que le temps eût transformé ce visage d'enfant en trait d'homme. « Chidi » murmura-t-il finalement. « C'est Chidi. Le frère d'Amara. Le frère qu'elle avait perdu il y a presque 20 ans. » L'histoire lui revint comme une avalanche de souvenirs. Amara avait 13 ans lorsque ses parents avaient divorcé brutalement. Le père avait emmené Chidi, qui n'avait alors que 8 ans. La mère était restée avec Amara. 2 enfants séparés, envoyés vers des vies complètement différentes. Le père avait déménagé dans un autre état. Il avait interdit tout contact. Il disait que c'était mieux ainsi. Un nouveau départ, net et sans bavure. Amara n'avait jamais cessé de chercher son frère. Marcus le savait. Elle l'avait mentionné quelques fois au cours des premières années de leur mariage, mais il n'avait jamais imaginé qu'elle les retrouvait, et encore moins qu'elle le rencontrait en secret. « Continuez » dit Marcus, la voix rauque. L'enquêteur cliqua pour afficher la série d'images suivantes. Des documents, des relevés bancaires, des emails, des SMS, une trace numérique complète qui racontait une histoire totalement différente de celle que Marcus avait imaginée. Chidi n'allait pas bien. Loin de là. Il y a 3 ans, il avait tout perdu dans un investissement frauduleux. Son entreprise, ses économies, sa maison. Il était au bord de la faillite totale. Honteux, désespéré, sans personne vers qui se tourner. Jusqu'à ce que, par l'intermédiaire d'une amie commune, il retrouve enfin la sœur qu'il n'avait pas vue depuis 2 décennies. Amara lui transfère régulièrement de l'argent, expliqua l'enquêteur en montrant les relevés bancaires. Des sommes importantes. Elle l'a aidé à éviter la faillite. Elle a payé ses dettes. Elle finance une nouvelle entreprise pour lui. Marcus sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Les retraits d'argent. Ces retraits mystérieux qu'il avait interprétés comme des preuves d'infidélité. Ce n'était tout simplement qu'une femme aidant le frère qu'elle avait perdu, et enfin, retrouvé. « Pourquoi en secret » demanda Marcus, plus pour lui-même que pour l'enquêteur. Mais l'enquêteur avait la réponse. Il cliqua sur un autre fichier. Un enregistrement audio. Amara parlant avec une amie, il y a 6 mois. La voix de sa femme remplit le bureau. « Je ne peux pas le dire à Marcus, tu sais comment il est. Il a toujours dit que les gens qui échouent financièrement sont faibles, qu'ils ne méritent aucun respect. Tu te souviens quand son associé a perdu de l'argent dans cet investissement. Marcus a coupé tout contact avec lui. Il a dit qu'il n'avait pas de temps à perdre avec les perdants. » Marcus eut la nausée. Avait-il vraiment dit ça? Oui, c'était le cas. Et pire, il y avait cru. Sa philosophie de vie était claire. On est ce que l'on construit. L'échec est un choix. La faiblesse est inacceptable. Et maintenant, il était là, découvrant que sa femme lui avait caché son propre frère parce qu'elle avait peur de son jugement. Parce qu'elle savait qu'il verrait Chidi non pas comme un homme qui a joué de malchance, non pas comme un membre de la famille méritant de l'aide, mais comme un perdant indigne de son temps. « Ce n'est pas tout », dit l'enquêteur, brisant le lourd silence. Il montra des messages échangés entre Amara et Chidi. Des conversations pleines d'amour fraternel, de nostalgie des années perdues, d'espoir pour l'avenir. Chidi remerciant sa sœur de croire en lui quand personne d'autre ne le faisait. Amara disant que peu importe la somme dont il aurait besoin, elle serait toujours là pour lui. Et puis, le message qui fracassa complètement la réalité que Marcus avait construite. « Je sais que tu risques ton mariage pour moi, Amara. Si Marcus découvre tout et ne comprend pas, s'il te quitte à cause de ça, je ne me le pardonnerai jamais. » Amara avait répondu, « Chidi, tu es de mon sang. Je t'ai perdu une fois quand nous étions enfants. Je ne te perdrai pas une seconde fois. Marcus est mon mari, et je l'aime. Mais tu es mon frère. Je trouverai un moyen de faire fonctionner tout ça. J'ai juste besoin du bon moment pour lui dire. » Marcus s'effondra dans son fauteuil. Chaque appel chuchoté n'était pas destiné à un amant, mais à un frère. Chaque rendez-vous, secret, n'était pas une infidélité, mais une histoire de famille. Chaque centime retiré ne servait pas à entretenir une liaison, mais à sauver quelqu'un qu'elle aimait. Et les documents du cabinet d'avocat? L'enquêteur lui montra. C'était Amara qui créait un fonds fiduciaire pour Chidi.
Elle s'assurait qu'il ait une sécurité financière pendant qu'il reconstruisait sa vie. Tout avait été fait légalement, tout était documenté, tout était motivé par l'amour, pur et simple. « Vous êtes sûr de tout ça ?» demanda Marcus, sachant que la réponse était évidente. « J'ai les tests ADN qui confirment le lien de parenté. J'ai toute la documentation juridique. J'ai parlé à son avocat qui a confirmé la nature des transactions. Monsieur Okonkwo, votre femme n'avait pas de liaison. Elle était loyale envers sa famille. » Marcus restait assis là, dans le bureau silencieux, alors que chaque instant des derniers mois prenait un tout autre sens dans son esprit. Les appels chuchotés n'étaient pas un complot, c'était de l'intimité. Amara protégeait la fierté de Chidi. Elle évitait que Marcus n'entende des conversations sur des difficultés financières qu'il aurait méprisées. Les réunions dans des endroits discrets n'étaient pas des rendez-vous romantiques illicites. C'était une sœur essayant de voir son frère sans l'exposer au regard cruel de la haute société que Marcus fréquentait. Une société qu'il incarnait. Une société qui aurait jugé Chidi comme un raté. La nervosité d'Amara à la maison n'était pas due à la culpabilité de l'adultère. C'était le poids d'un si lourd secret. C'était la peur constante que Marcus ne le découvre et ne réagisse exactement comme elle le redoutait. Et Marcus réalisa, avec une clarté brutale et douloureuse, qu'Amara avait raison d'avoir peur. Car si elle avait dit la vérité dès le début, qu'aurait-il dit? Aurait-il accueilli Chidi comme un membre de la famille? Ou aurait-il méprisé cet homme comme un de plus qui n'a pas su gérer ses finances? Il connaissait la réponse. Et cela le détruisait. L'enquêteur referma son ordinateur portable. « Monsieur Okonkwo, je dois vous demander. Que comptez-vous faire de ces informations ?» Marcus n'avait pas de réponse, car la vraie question était tout autre. Qu'avait-il fait? Il avait engagé des enquêteurs pour espionner sa femme. Il avait violé son intimité. Il avait passé des mois à soupçonner, à accuser mentalement, à construire un récit de trahison qui n'avait jamais existé. Et tout cela parce qu'il était incapable de faire confiance. Tout cela parce que sa propre arrogance et ses préjugés avaient créé un environnement où Amara ne se sentait pas en sécurité pour être honnête. Le test qu'il avait imposé à sa femme avait, en réalité, révélé quelque chose sur lui-même. Et le résultat était dévastateur. Marcus quitta le bureau de l'enquêteur comme dans un état second. Il conduisit sans but pendant des heures, essayant d'assimiler ce qu'il venait de découvrir. La vérité l'avait libéré du soupçon. Mais elle l'avait emprisonné dans quelque chose de bien pire, la honte. Quand il rentra finalement chez lui, il faisait déjà nuit. Les lumières étaient allumées. Amara était dans le salon, travaillant sur son ordinateur. Elle leva les yeux vers lui quand il entra, et Marcus vit quelque chose dans son regard qui le glaça. Elle savait. « Marcus », dit-elle en fermant lentement son ordinateur. Sa voix était calme, mais il y avait de l'acier dedans. « J'ai reçu un appel intéressant aujourd'hui, de mon avocat. Il semblerait que quelqu'un ait posé des questions sur mes transactions financières. Des questions très spécifiques, détaillées. » Marcus sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il m'a dit qu'un détective privé l'avait contacté. Il a essayé d'être discret, mais mon avocat me connaît depuis des années. Il m'a prévenu immédiatement. Amara se leva, et Marcus vit qu'elle tremblait. Pas de peur, de rage. « Dis-moi que ce n'est pas toi, Marcus. Dis-moi que mon mari ne m'a pas mise sous surveillance comme si j'étais une criminelle. » Le silence entre eux était assourdissant. « Je n'ai rien à dire. » chuchota finalement Marcus. « Il n'y a pas d'excuse. Tu as engagé quelqu'un pour m'espionner. » Ce n'était pas une question, c'était une affirmation, une accusation, un verdict. Je pensais, j'ai cru que je te trompais, compléta Amara, les larmes s'échappant enfin. Tu as cru que j'en étais capable, après tout ce que nous avons construit, après 8 ans ensemble. Tu ne m'as pas fait assez confiance pour simplement me poser la question. Tu as préféré me traiter comme une suspecte. Je suis au courant pour Chidi, dit Marcus, les mots sortant en un flot désespéré. Je sais que c'est ton frère, je sais tout. Amara s'arrêta, les yeux écarquillés. Et alors, à l'horreur de Marcus, elle se mit à rire. Un rire amer, dénué de tout humour. Alors maintenant tu sais, après m'avoir espionné, après avoir violé mon intimité, après avoir enquêté sur ma vie comme si j'étais une étrangère. Elle essuya ses larmes du revers de la main. Félicitations, Marcus. Tu as découvert mon terrible secret. Tu as découvert que j'aidais mon frère. Quel crime odieux. Amara, s'il te plaît. Tu sais pourquoi je ne t'ai rien dit?
Sa voix monta, tout contrôle se brisant. Parce que j'avais peur de toi, peur de l'homme que j'ai épousé. Parce que je savais au fond de mon cœur que tu jugerais Chidi, que tu le verrais comme un faible, comme quelqu'un d'indigne. Et j'avais raison, n'est-ce pas? Admets-le. Marcus ne pouvait pas la regarder. Je protégeais mon frère de toi, poursuivit Tamara, chaque mot étant un coup de poignard. De l'homme qui prétend m'aimer, mais à qui je ne pouvais pas confier la vérité sur ma propre famille. Et tu sais ce qui est pire? Tu as prouvé que j'avais raison. Parce qu'au lieu de venir me parler quand tu as commencé à avoir des soupçons, tu m'as mise sous surveillance, tu as choisi la méfiance, tu as choisi le contrôle. L'appartement, autrefois un sanctuaire de luxe et d'amour, ressemblait désormais à une prison. Deux personnes qui avaient juré de passer leur vie ensemble, maintenant séparées par un gouffre de méfiance mutuelle. Marcus avait testé sa femme, et elle avait réussi avec honneur. Mais ce faisant, il avait échoué. Échoué en tant que mari. Échoué en tant qu'homme. Échoué en tant qu'être humain. La vérité était révélée. Mais leur mariage y survivrait-il? Les mots de sa femme résonnèrent dans le manoir comme le tonnerre brisant des années de silence. « Tu as engagé quelqu'un pour me suivre, pour m'espionner ?» Sa voix tremblait, non pas de peur, mais d'une rage contenue, une trahison ressentie jusqu'à la moelle. Alors que je dormais à tes côtés, tu me soupçonnais. Alors que je te disais que je t'aimais, tu doutais. Le milliardaire resta paralysé. Il avait planifié ce moment 1000 fois, imaginé 1000 réponses différentes. Mais maintenant, face à la douleur brute dans ses yeux, tous les mots semblaient vides. J'avais besoin de savoir la vérité. C'était tout ce qu'il parvenait à dire, sa voix sortant plus faible qu'il ne l'aurait voulu. La vérité? Elle rit, un son amer qui coupa plus profondément que n'importe quel cri. Tu veux parler de vérité? Tu as engagé des détectives, enquêté en cachette, soupçonné le pire. Tu n'es jamais venu me voir, tu n'as jamais demandé, tu n'as jamais fait confiance. Parce que tu as menti. Les mots explosèrent de lui, accumulés durant des semaines de silence. Tu as menti à son sujet, sur qui il était, sur où tu allais toutes ces nuits, tous ces rendez-vous secrets, tout cet argent dont j'ignorais la destination. Elle recula comme si elle avait été giflée. Pendant un instant, le silence pesa entre eux, chargé d'années de non-dits, de peurs inavouées. Lorsqu'elle reprit la parole, sa voix était plus basse, mais non moins intense. J'ai caché mon frère de toi, c'est vrai. Mais sais-tu pourquoi? Il ne répondit pas, la mâchoire serrée, attendant. Parce que tu n'as jamais fait confiance à quelqu'un qui se battait, qui avait des cicatrices, qui n'était pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. Chaque mot était une accusation, une plaie ouverte. Tu regardes les gens qui ont besoin d'aide et tu vois de la faiblesse. Tu regardes ceux qui sont tombés et tu supposes qu'ils ont mérité leur chute. Je connaissais ton mépris pour les ratés. Comment aurais-je pu te dire que mon propre frère en faisait partie? Alors tu as préféré me tromper. Sa voix était glaciale. Tu as préféré cacher, mentir, me faire passer pour un imbécile pendant que tu soutenais un homme dont j'ignorais même l'existence. J'ai préféré protéger mon frère de ton arrogance. Sa voix monta à nouveau, mêlant colère et douleur. Ce n'est pas une œuvre de charité. Ce n'est pas un raté. C'est un homme qui est tombé, qui a lutté contre ses addictions, qui reconstruit sa vie morceau par morceau. Et je savais que tu ne comprendrais jamais ça. Tu ne m'as jamais donné la chance de comprendre, parce que tu l'avais déjà jugé avant même de le rencontrer. La dispute résonna entre les murs du manoir, deux cœurs brisés hurlant leur vérité, aucun n'écoutant l'autre. Tous deux avaient raison. Tous deux avaient tort. Tous deux saignaient. Et puis la sonnette retentit. Ils se figèrent, se regardant l'un l'autre, la respiration lourde, les visages rouges. Personne n'attendait de visite. Pas à cette heure-ci. Pas à ce moment-là. Elle le regarda, puis détourna les yeux. Je l'ai appelé. Quand tu m'as confronté, quand tout a explosé, j'ai appelé. Le milliardaire sentit son estomac se nouer. Tu l'as fait venir ici, dans notre maison. Il mérite d'entendre ce que tu penses de lui. Et tu mérites de regarder dans les yeux l'homme que tu as tant méprisé, sans jamais l'avoir rencontré. La porte s'ouvrit avant qu'il ne puisse répondre. Le chauffeur, non, le beau-frère entra. Pas avec la posture voûtée d'un employé, mais avec la dignité fragile d'un homme qui savait qu'il était sur le point de tout perdre.
Ses yeux rencontrèrent ceux du milliardaire. Et il y avait là quelque chose que même l'argent ne pouvait acheter. Une honnête bravoure. Je n'aurais pas dû accepter. Les premiers mots furent directs, sans détour, sans fausses excuses. Quand ma sœur m'a proposé le travail, quand elle a insisté pour m'aider, j'aurais dû refuser, j'aurais dû dire non. Le milliardaire resta silencieux, étudiant l'homme en face de lui. Il chercha de l'arrogance, il trouva de la honte, il chercha de la défiance, il trouva de la responsabilité. Mais j'étais désespéré. La voix du chauffeur trembla, mais il ne détourna pas le regard. 5 ans de sobriété, monsieur. 5 ans à reconstruire ce que j'ai détruit. Et pourtant, personne ne fait confiance à un ancien toxicomane. Personne ne donne sa chance à quelqu'un qui est déjà tombé. Alors vous avez menti. La voix du milliardaire était dure, mais il y avait quelque chose de différent maintenant. Une fissure dans l'armure. J'ai accepté son mensonge. J'ai laissé cacher qui j'étais parce que j'avais besoin de ce travail. J'avais besoin de prouver que je pouvais être digne de confiance, même si cette confiance reposait sur des demi-vérités. Il prit une profonde inspiration. C'était de la lâcheté, je le sais. L'épouse fit un pas en avant, les larmes coulant désormais librement. Ce n'était pas de la lâcheté, c'était de la survie. Non, ma sœur. Il la regarda avec une expression mêlant douleur et amour. C'était de la lâcheté. Parce que je t'ai laissé porter ma honte. Je t'ai laissé mentir pour mon orgueil. Et maintenant ton mariage est détruit à cause de ça. Le silence qui suivit était différent. Il n'était pas chargé de colère, mais de quelque chose de plus profond. De la reconnaissance. La douleur partagée de vérités enfin dites. Le milliardaire regarda son beau-frère, puis sa femme, et de nouveau son beau-frère. Pour la première fois depuis des semaines, il ne voyait pas d'ennemis. Il voyait des personnes. Blessées, imparfaites, essayant de survivre avec la dignité qu'il leur restait. J'ai engagé des enquêteurs parce que j'étais terrifié. Les mots sortirent de lui comme une confession forcée, arrachée d'un endroit dont il ignorait l'existence. Terrifié de te perdre. Terrifié que tout ce qu'on a construit soit un mensonge. Terrifié que tu me trompes, que tu m'utilises, en attendant le bon moment pour partir. Elle le fixa, les yeux écarquillés. Et tu as pensé qu'engager des espions valait mieux que de simplement demander ? Je ne pouvais pas demander. Sa voix se brisa. Enfin. Le masque de l'homme d'affaires impitoyable s'effritait. Parce que si tu avais confirmé, si tu avais dit oui, que tu me trompais, je ne sais pas comment j'aurais survécu à ça. Alors tu as préféré détruire la confiance avant qu'elle ne te détruise. Ce n'était pas une question, c'était une compréhension, douloureuse et véritable. Il acquiesça, incapable de parler. Le chauffeur fit un pas en avant, sa présence désormais moins menaçante, plus humaine. Je comprends, monsieur. Je comprends la peur de perdre ce qui est précieux. J'ai tout perdu une fois. Famille, respect, dignité, tout brûlé à la recherche d'un poison qui promettait un soulagement et n'a apporté que la destruction. Sa voix était ferme maintenant, portant le poids de l'expérience vécue. Et quand on perd comme ça, quand on détruit de ses propres mains, on n'oublie jamais la terreur de recommencer. Le milliardaire le fixa, le voyant vraiment pour la première fois. Il ne vit pas de faiblesse. Il vit une force née de la chute. Il vit une sagesse achetée par des cicatrices. Je vous ai jugé. Les mots sortirent lourds, chacun coûtant de la fierté. Jugé sans connaître. J'ai supposé que quiconque avait besoin d'aide n'en était pas digne. J'ai supposé que les gens qui tombent restent à terre parce qu'ils le méritent. Beaucoup pensent ainsi, répondit doucement le chauffeur. Et pendant longtemps, je l'ai cru aussi à propos de moi-même. La femme regarda les deux hommes, les larmes coulant toujours, mais quelque chose de différent brillait dans ses yeux maintenant. Ce n'était pas le pardon. Pas encore. Mais c'était une possibilité. J'aurais dû te faire confiance, dit-elle à son mari, la voix rauque. J'aurais dû croire que tu pouvais voir au-delà de tes préjugés, que tu pouvais regarder mon frère et voir l'homme qu'il est devenu, pas ce qu'il était. Mais j'étais terrifié aussi. Terrifié que tu ne le puisses pas. Et j'ai prouvé que tu avais raison. L'aveu sortit de lui comme le sang d'une plaie ouverte. Au premier soupçon, au premier doute, je ne suis pas venu vers toi. J'ai engagé des inconnus pour envahir ton intimité. J'ai choisi le contrôle plutôt que la confiance. Le chauffeur regarda sa sœur, puis son beau-frère, et fit alors quelque chose que personne n'attendait. Il tendit la main au milliardaire.
Je m'en vais. Aujourd'hui, je vais sortir de votre vie, de ce travail, de tout, parce que son mariage vaut plus que ma fierté. Et si ma présence est ce qui vous détruit, alors il n'y a pas le choix. Non ! La femme saisit le bras de son frère, désespérée. Je ne te laisserai pas payer pour ça. Tu n'as rien fait de mal à part accepter de l'aide quand tu en avais besoin. Et cacher qui j'étais, insista-t-il doucement. Ça, c'était mon erreur, et je dois en assumer la responsabilité. Le milliardaire regarda la main tendue. 5 ans de sobriété, 5 ans de reconstruction. Un homme prêt à tout sacrifier pour sauver le mariage de sa sœur. Un homme avec plus d'honneur que la plupart des cadres qu'il croisait dans des salles de réunion impeccables. Lentement, il tendit sa propre main. La poignée de main fut ferme, d'égal à égal. 2 hommes, de mondes si différents, connectés par un moment d'honnêteté brutale. J'avais tort. Les mots du milliardaire sortirent plus facilement maintenant, comme si une digue avait rompu. Surtout, sur vous. Sur le fait de supposer que la richesse signifie la force et la pauvreté la faiblesse. Sur le fait de croire que les gens qui tombent ne méritent pas d'être relevés. Et j'avais tort aussi, répondit le chauffeur, d'accepter le mensonge, de laisser ma sœur porter ma honte toute seule, de ne pas avoir eu le courage d'affronter votre jugement dès le début. Ils se lâchèrent, mais quelque chose avait changé dans l'air. La colère avait laissé place à autre chose. Ce n'était pas un pardon complet, ce n'était pas une confiance restaurée, mais c'était un début de compréhension. La femme regarda les 2 hommes, le cœur déchiré entre l'amour fraternel et l'amour conjugal, entre la loyauté du sang et l'engagement du choix. J'ai menti pour protéger, et j'ai détruit en protégeant. Tu as aimé, dit doucement le frère. Aimer avec tout ce que tu avais, ce n'est pas un crime, c'est juste. Compliqué. Le milliardaire regarda sa femme, la voyant vraiment. La femme qui avait caché tant de poids toute seule. La femme qui avait essayé d'équilibrer 2 mondes sans en laisser aucun s'effondrer. La femme qui avait tant aimé son frère et son mari, avec une férocité qui l'avait poussé à mentir pour protéger les 2. Je t'ai fait avoir peur de moi, dit-il, la voix lourde de reconnaissance. Je t'ai fait croire que je ne pourrais pas aimer quelqu'un qui n'était pas parfait, que je jugerais ta famille, ton sang, tes choix pour protéger ceux que tu aimes. Elle ne répondit pas, mais ses larmes parlèrent pour elle. Et tu avais raison. Il fit un pas vers elle, puis s'arrêta, incertain. J'aurais jugé, j'aurais regardé ton frère avec mépris, supposé le pire, refusé de voir au-delà de la chute. J'aurais été exactement l'homme que tu craignais. Mais tu n'as pas besoin de continuer à être cet homme, chuchota-t-elle. Le silence revint, mais il était désormais chargé de possibilités. Pas de certitude, pas de promesses faciles. Mais un chemin étroit et douloureux s'ouvrait devant eux. Un chemin qui exigeait qu'ils choisissent tous 2 la vulnérabilité plutôt que l'orgueil, l'honnêteté plutôt que le contrôle, le pardon plutôt que la justice. Le chauffeur regarda sa sœur une dernière fois, puis son beau-frère. Vous devez parler, seul, sans moi au milieu. Il se tourna pour partir, puis s'arrêta sur le pas de la porte. Mais je dois vous dire une chose. Ma sœur est la personne la plus courageuse que je connaisse. Elle m'a sauvé quand je ne méritais pas d'être sauvé. Elle a cru en moi quand personne d'autre ne le faisait. Elle a menti pour moi, oui. Mais c'était le mensonge le plus aimant que quelqu'un ait jamais raconté. Et puis il sortit, laissant mari et femme seuls dans le vaste salon, entourés de trophées de richesse qui semblaient soudain si vides. Elle le fixa, attendant. Il la fixa, cherchant des mots qu'il n'avait jamais appris à dire. Des excuses, des regrets, l'aveu d'une faute. Je ne sais pas si je pourrais faire confiance à nouveau, dit-il finalement, l'honnêteté lui coûtant chaque syllabe. Je ne sais pas si je peux vivre avec quelqu'un qui me surveille au lieu de m'aimer, répondit-elle, tout aussi honnête. L'impasse était claire. Les dégâts étaient profonds. Mais pour la première fois depuis des semaines, ils ne criaient pas. Ils se parlaient. Vraiment. Mais je veux essayer. Ses propres mots le surprirent. Je veux apprendre à faire confiance sans contrôler. Je veux regarder les gens qui se battent et voir du courage plutôt que de la faiblesse. Je veux être digne de la loyauté que tu as montrée envers ton frère. Elle ferma les yeux, des larmes perlant à travers ses cils. Et moi, je veux apprendre à avoir confiance que tu peux m'aimer même quand je ne suis pas parfaite. Même quand ma famille est compliquée. Même quand je choisis de protéger ceux que j'aime plutôt que de protéger ton image. Ça va faire mal, prévint-il. Reconstruire, réapprendre, faire confiance à nouveau.
Je sais. Elle ouvrit les yeux, et il y avait là quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis des semaines. Pas un espoir aveugle, mais de la détermination. Mais si on n'essaie pas, si on laisse le test que tu as créé nous détruire, alors il a gagné. La suspicion a gagné. La peur a gagné. Il fit un autre pas vers elle, puis un autre, jusqu'à être assez proche pour la toucher, mais sans le faire encore. Je suis désolé, pour tout, de ne pas avoir été l'homme dont tu avais besoin, d'avoir créé un environnement où tu as senti que tu devais mentir pour protéger ceux que tu aimes. Et je suis désolé aussi. Sa voix se brisa. De ne pas avoir cru que tu pouvais grandir, d'avoir présumé le pire sur ton caractère avant de te donner la chance de prouver le contraire. Ils restèrent là, séparés par des centimètres qui semblaient être des kilomètres, deux cœurs brisés essayant de décider si les morceaux pouvaient être recollés différemment. Mieux. Plus honnêtement. Dehors, le chauffeur monta dans sa voiture, pas la limousine étincelante, mais une modeste berline qu'il avait achetée avec ses propres économies. Il conduisit lentement dans l'allée circulaire, regardant le manoir une dernière fois dans le rétroviseur. Sa sœur était là-dedans, luttant pour son propre bonheur. Et il lui avait donné la seule chose qu'il pouvait. La vérité, enfin. Le test avait brisé le couple. Il avait exposé chaque blessure, chaque peur, chaque défaut de caractère qu'ils portaient tous les deux. Mais dans les ruines de la confiance détruite, quelque chose de nouveau essayait de naître. Pas l'innocence d'avant. Pas l'aveuglement d'un amour qui n'avait jamais été mis à l'épreuve. Mais quelque chose de plus fort, de plus réel. Quelque chose qui ne pouvait exister qu'après que tout ait été détruit, et qu'ils aient choisi de reconstruire malgré tout. La question restait là, suspendue dans l'air comme de la fumée. L'honnêteté pouvait-elle reconstruire ce que la suspicion avait détruit? Deux personnes si différentes, issues de mondes si éloignés, pouvaient-elles apprendre à se refaire confiance après une trahison mutuelle? La réponse résidait dans les choix qu'ils feraient dans les jours à venir, dans les conversations difficiles qu'ils auraient, dans la vulnérabilité qu'ils devraient embrasser, dans l'orgueil qu'ils devraient sacrifier. Le test avait révélé le pire. Maintenant, seul l'amour le plus courageux pouvait révéler le meilleur. Dans les jours qui suivirent la confrontation, la maison resta plongée dans un silence pesant. Le genre de silence qui pèse sur les épaules. Le genre de silence où chaque non-dit occupe plus d'espace que n'importe quel cri. Il dormait dans le bureau. Elle dans la chambre principale. Ils se croisaient comme des fantômes, coincés entre l'orgueil et le regret. Mais il y avait quelque chose de différent maintenant. Quelque chose avait changé lors de cette nuit dévastatrice. La vérité, aussi douloureuse fût-elle, avait ouvert une brèche dans l'armure qu'ils portaient tous les deux. Et à travers cette brèche commençait à passer quelque chose qu'ils avaient oublié, la vulnérabilité. C'est lui qui fit le premier pas. 3 jours après la révélation, il frappa à la porte de la chambre. Elle ouvrit, les yeux rouges, un chapelet entre les mains. Pendant un long moment, ils se regardèrent simplement, sans colère, sans accusation. Mais avec ce genre d'épuisement qui survient quand on arrête enfin de se battre. « Parle-moi de lui, dit-il, la voix rauque. De ton frère. Dis-moi tout, sans jugement, sans secret. Juste, parle-moi. » Et elle parla. Pour la première fois depuis des années, elle raconta tout. Leur enfance dans les rues de Lagos. Comment il la protégeait des garçons plus grands. Comment il se privait de manger pour qu'elle ait plus de nourriture. Comment il avait été arrêté en défendant son honneur quand un homme l'avait insulté. Comment la prison l'avait changé. Comment sa honte avait grandi quand elle s'était élevée socialement et qu'il était resté derrière. Comment elle envoyait de l'argent en secret, non par obligation, mais par amour. Un amour fraternel. Le seul amour qu'elle ait connu avant de le connaître, lui. Il écouta tout. Et quand elle eut fini, il ne dit pas « Tu aurais dû me le dire avant ». Il ne dit pas « Comment as-tu pu me cacher ça ?» Il dit simplement « Je veux le rencontrer, le vrai, pas le fantôme que j'ai créé dans ma tête. » Et à ce moment-là, quelque chose a commencé à guérir. 2 semaines plus tard, la rencontre a eu lieu. Pas dans le manoir imposant, pas dans un restaurant de luxe où son frère se serait senti déplacé, mais dans un café simple, neutre, où 3 personnes pouvaient simplement être humaines. Le frère est arrivé méfiant, le regard dur de celui qui s'attendait à encore plus de jugement. Le milliardaire lui a tendu la main. Pas comme un patron, pas comme un sauveur, mais comme un homme. « Elle parle beaucoup de toi, a-t-il dit. Parle-moi de ton travail. » Et ils ont discuté,
vraiment discuter, de construction, d'affaires, des réalités brutales de la survie quand on a du talent, mais pas de relations. Et c'est durant cette conversation que le milliardaire a réalisé une chose cruciale. Son frère n'était pas faible. Il n'était pas incompétent. Il était exactement comme lui l'avait été autrefois. Simplement sans les opportunités. « J'ai une proposition », a dit le milliardaire, choisissant ses mots avec soin. « Mon entreprise a un nouveau projet, la construction de logements sociaux. J'ai besoin de quelqu'un qui comprenne les communautés que nous allons servir. Je ne veux pas faire la charité. Je veux des connaissances. Ça t'intéresse ?» Le frère a hésité. L'orgueil, ce vieil ennemi, lui a chuchoté à l'oreille. « C'est de l'aumône. Tu acceptes des faveurs parce que tu es de sa famille. » Mais alors il a regardé sa sœur. Elle ne le suppliait pas. Elle souriait. Un sourire qui disait « Je crois en toi ». Et il a accepté. Les premiers mois furent tendus. Le frère travaillait avec une détermination féroce, décidé à prouver qu'il méritait sa place. Les collègues observaient avec scepticisme. Encore un ami du patron qui a reçu une opportunité sans la mériter. Mais il ne leur a pas donné de munitions. Il arrivait plus tôt, partait plus tard, présentait des solutions que personne d'autre n'avait envisagées, car il avait vécu les problèmes qu'eux ne faisaient qu'étudier. Et lentement, le scepticisme s'est transformé en respect. Pendant ce temps, le couple a commencé une thérapie. Pas parce que quelqu'un le leur a dit, mais parce qu'ils ont finalement compris que l'amour, aussi fort soit-il, ne suffit pas quand la communication est rompue. Ils se sont assis dans ce cabinet et ont démantelé, brique par brique, les murailles d'orgueil qu'ils avaient construites. « Je te testais constamment », a-t-il admis lors d'une séance, la voix chargée de honte. « Chaque fois que tu sortais, chaque appel téléphonique, chaque message. Je cherchais toujours des preuves de trahison. Parce qu'au fond, je ne croyais pas que quelqu'un comme toi puisse vraiment aimer quelqu'un comme moi. Et moi je cachais tout, a-t-elle répondu, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Pas parce que je ne te faisais pas confiance, mais parce que j'avais peur. Peur que si tu savais d'où je viens vraiment, tu cesserais de m'aimer. J'ai caché mon frère parce que je cachais ma honte. » La thérapeute a laissé le silence envahir la pièce. Et dans ce silence, tous deux ont compris la vérité dévastatrice. Ils s'étaient battus contre des ennemis qu'ils avaient eux-mêmes créés. 6 mois plus tard, la transformation était indéniable. Le frère n'était plus l'ombre chuchotée lors des conversations nocturnes. Il était Kwame, chef de projet senior, dont les idées novatrices avaient fait économiser des millions à l'entreprise et, plus important encore, créer des foyers dignes pour des centaines de familles. Il marchait différemment maintenant. Pas avec arrogance, mais avec la confiance tranquille d'un homme qui prouve enfin sa valeur à lui-même. Lors d'une réunion d'investisseurs de haut niveau, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Le milliardaire présentait le projet de logements sociaux lorsqu'un des investisseurs, un homme connu pour sa dureté, a posé une question technique complexe sur l'intégration communautaire. Le milliardaire a souri. La bonne personne pour répondre à cela est le chef du projet. « Kwame, tu veux venir ?» Tous les yeux se sont tournés vers lui. Kwame s'est levé, a marché jusqu'au devant de la salle et a fait sa présentation avec une clarté et une passion qui ont laissé les investisseurs bouche bée. Il n'a pas seulement répondu à la question. Il l'a transformée en une vision de la façon dont les affaires pouvaient servir les communautés sans sacrifier le profit. Quand il a terminé, la salle a explosé d'applaudissements. Et le milliardaire, observant depuis le côté, a ressenti quelque chose qu'il n'attendait pas. De la fierté. Pas une fierté de propriétaire, mais la fierté sincère de voir un homme bon recevoir enfin la reconnaissance qu'il a toujours méritée. Après la réunion, dans un couloir discret, il s'est approché de Kwame. « Merci », a-t-il dit simplement. Kwame s'est retourné, surpris. « Pourquoi ? Pour m'avoir prouvé que j'avais tort, sur toi, sur ce que signifie être une famille. » Kwame a tendu la main. Mais le milliardaire l'a tiré vers lui pour une accolade. Brève, un peu maladroite, mais réelle. Ce soir-là, il y a eu une célébration. Pas dans une salle de réception grandiose, mais dans leur salle à manger, devenue enfin un foyer. La table était mise, 3 couverts. Sœur, mari et frère. Elle a regardé les 2 hommes qu'elle aimait, assis à la même table, riant d'une blague partagée, et elle a senti quelque chose se briser en elle. Pas de douleur, mais de soulagement. Le genre de soulagement qui survient quand on arrête enfin de porter un poids dont on ignorait même l'existence. « Tu sais,
a dit Kwame, d'un ton plus léger qu'elle ne l'avait entendu depuis des années. J'ai passé toute ma vie à avoir honte. Honte d'où je viens. Honte de ne pas être assez bien. Honte d'avoir besoin d'aide. Il a regardé sa sœur, puis son beau-frère. J'ai failli détruire votre famille à cause de cette honte, parce que je préférais être un fantôme plutôt que de risquer d'être vu et rejeté. Le milliardaire s'est penché en avant. J'ai fait pire. J'avais tout. L'argent, une femme incroyable. La vie dont beaucoup rêvent. Mais j'ai laissé l'insécurité faire de moi un homme qui testait la loyauté au lieu de la construire. J'étais tellement occupé à chercher la trahison que j'ai failli en créer une. Elle a pris les mains de l'un et de l'autre. Et j'ai appris que protéger quelqu'un de mes peurs, ce n'est pas de l'amour. C'est du contrôle déguisé en bienveillance. J'aurais dû vous faire confiance à tous les deux. À toi, elle a regardé son mari, pour voir mon frère comme je le vois. Et à toi, elle a regardé Kwame, pour montrer qui tu es vraiment. Pendant un long moment, aucun d'eux n'a parlé. Ce n'était pas nécessaire. Certaines vérités sont si profondes que les mots ne font que les diminuer. Plus tard dans la soirée, quand Kwame est parti et que la maison est retombée dans le silence, le couple a monté les escaliers ensemble. Pour la première fois depuis des mois, il n'y avait plus de tension. Plus de questions non posées. Juste la paix. Elle se préparait à dormir quand il est entré dans la chambre. Elle l'a regardé à travers le miroir de la coiffeuse. « À quoi penses-tu » a-t-elle demandé doucement. Il s'est approché, posant ses mains sur ses épaules. « Je pensais à quel point j'ai été stupide. Je t'ai testé. J'ai tendu des pièges. J'ai cherché des preuves de trahison. Et tu sais ce que j'ai trouvé ? Elle a attendu. J'ai trouvé exactement ce que je craignais de trouver. Le nom d'un autre homme sur tes lèvres, dans tes messages, sur ton compte bancaire. Mais le test n'a pas révélé ta trahison. » Il marqua une pause, les yeux brillants de larmes contenues. Il a révélé la mienne, la trahison de ne pas faire confiance, la trahison de laisser l'orgueil détruire quelque chose de précieux. Le nom que tu murmurais n'était pas la preuve d'une infidélité. C'était la preuve d'un amour que j'étais trop orgueilleux pour voir. Elle s'est tournée vers lui. Et maintenant, tous deux avaient les larmes aux yeux. Mais c'étaient des larmes différentes, pas de douleur, de libération. Kwame a eu sa promotion aujourd'hui, dit-elle doucement. Ils vont le mettre sur le projet international. Il est nerveux. Il va assurer, répondit le milliardaire en souriant. Il est comme toi, plus fort qu'il ne le pense. Elle s'est blottie dans ses bras. Merci de lui donner cette chance, de voir en lui ce que j'ai toujours vu. Merci à toi, a-t-il répondu, de m'avoir appris que la famille ne se définit pas par le sang ou la perfection. Elle se définit par ceux que nous choisissons d'aimer malgré tout. Et cette nuit-là, allongés ensemble dans la même chambre où tout avait failli s'effondrer, ils ont dormi en paix. Pas parce que les problèmes avaient disparu, mais parce qu'ils avaient enfin appris que la confiance n'est pas l'absence de doute. C'est le choix de croire, même quand le doute chuchote. 3 mois plus tard, la vie avait trouvé un nouveau rythme. Kwame était en Afrique du Sud, à la tête du projet international, envoyant des photos de ses progrès qui remplissaient de fierté le téléphone de sa sœur. Le couple avait établi de nouveaux rituels, des dîners hebdomadaires ensemble, des conversations honnêtes avant de dormir, et, peut-être le plus important, la promesse qu'aucun secret, aussi effrayant soit-il, ne vaudrait plus que l'honnêteté. Mais les cicatrices ne disparaissent pas complètement, et elles ne le devraient pas. Car les cicatrices sont des rappels de batailles survécues, de leçons apprises, de la force trouvée dans les endroits les plus sombres. Par une nuit tranquille, il l'a trouvée sur la terrasse, regardant les étoiles. Il s'est assis à côté d'elle, et pendant un moment, ils ont simplement existé dans le silence confortable de 2 personnes qui se connaissent enfin vraiment. « Tu sais ce que j'ai réalisé ?» dit-il finalement. Pendant tout ce temps, je posais les mauvaises questions. Je demandais « Est-ce qu'elle me trompe ?» alors que j'aurais dû demander « Est-ce que je la fais se sentir assez en sécurité pour être honnête ?» Il l'a regardé. J'ai créé un foyer où les secrets semblaient être plus sûrs que la vérité. Et j'ai laissé faire, a-t-elle admis. J'ai laissé la peur décider. Peur de ta réaction, peur du jugement, peur de perdre ça. Elle fit un geste large. Mais j'ai failli tout perdre quand même. Pas parce que tu as découvert le secret, mais parce que le secret me rongeait de l'intérieur. Il lui a pris la main. Si tu pouvais revenir en arrière, ferais-tu les choses différemment ? Elle a réfléchi un long moment. Oui et non.
Oui, j'aurais été honnête dès le début. Mais non, parce que... ça. Elle a serré sa main. Nous, maintenant, ça n'existe que parce qu'on a traversé le feu. Parce qu'on a tout démonté et reconstruit sur des fondations plus honnêtes. Alors, on est plus fort maintenant, Isus? A-t-il demandé, un demi-sourire aux lèvres. Non, a-t-elle corrigé. On est plus vrai maintenant, et le vrai est toujours plus fort que le parfait. Et sur ce point, elle avait tout à fait raison. Parce que les relations construites sur des images parfaites s'effondrent sous la pression. Mais les relations construites sur une vérité imparfaite, sur une vulnérabilité courageuse, sur le choix quotidien d'aimer malgré les défauts, celles-là résistent à toutes les tempêtes. Il y a ici une leçon qui transcende cette histoire particulière. Une leçon sur la nature humaine, sur l'amour, sur la confiance. Parfois, les tests que nous créons pour les autres en révèlent plus sur nous-mêmes que sur eux. Parfois, ce que nous cherchons désespérément à prouver finit par nous donner tort. Et parfois, c'est la plus grande des bénédictions. Car son test n'a pas prouvé sa trahison. Il a prouvé sa loyauté. Une loyauté si profonde qu'elle a sacrifié sa propre paix pour protéger quelqu'un qu'elle aimait. Une loyauté qu'il était trop occupé à douter pour la reconnaître. Et son secret n'a pas prouvé sa malhonnêteté. Il a prouvé la peur de son mari. Une peur si enracinée qu'elle a senti qu'elle devait cacher une part essentielle d'elle-même. Une peur qu'il a semée à chaque regard méfiant, à chaque question lourde de sous-entendus, à chaque test silencieux. Ils n'avaient pas besoin d'un test. Ils avaient besoin de conversations honnêtes. Ils n'avaient pas besoin de preuves. Ils avaient besoin de vulnérabilité. Ils n'avaient pas besoin de certitude. Ils avaient besoin de confiance. Et la confiance, la véritable confiance, ne se construit pas sur la surveillance. Elle se construit sur le choix conscient de croire, même lorsque croire est effrayant. Elle se construit sur le courage d'être honnête, même lorsque l'honnêteté est risquée. Elle se construit sur la volonté d'être vue, complètement, avec ses imperfections et tout le reste, et de choisir de rester malgré tout. Cette famille, la femme, le mari, le frère, a failli voler en éclats. Pas à cause d'une trahison, mais à cause de l'orgueil. L'orgueil de l'un qui exigeait des preuves au lieu d'offrir sa confiance. L'orgueil de l'autre qui choisissait les secrets plutôt que la vulnérabilité. L'orgueil du frère qui préférait l'isolement plutôt que de risquer le rejet. Mais quand l'orgueil s'est finalement brisé, quand ils se sont tous permis d'être vus dans leurs imperfections, dans leur peur, dans leur humanité brute, c'est là que la vraie famille est née. Et c'est peut-être là la leçon la plus profonde de toutes. La famille ne se définit pas par la perfection. Elle se définit par la persévérance. Par le choix de rester quand il serait plus facile de partir. Par le choix de pardonner quand il serait plus facile d'en vouloir. Par le choix de reconstruire quand il serait plus facile d'abandonner. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, si vous avez vu des reflets de vos propres luttes dans ces personnages, vous n'êtes pas seul. Nous portons tous des secrets. Nous luttons tous avec la confiance. Nous savons tous ce que c'est que de craindre le jugement. Et nous méritons tous ce genre d'amour qui nous permet d'être imparfaits. Il y a d'autres histoires comme celle-ci. Des histoires de familles complexes, d'amour imparfait, du voyage du doute vers la confiance. Des histoires qui vous mettent au défi de réfléchir, de ressentir, de grandir. Si vous voulez explorer davantage de ces récits riches en émotions, si vous voulez plonger plus profondément dans la complexité des relations humaines, pensez à vous abonner. Car ces histoires, des histoires de vraies personnes confrontées à de vrais dilemmes, continuent. Et peut-être qu'en étant témoins de cela, nous en apprendrons un peu plus sur nous-mêmes. Au final, le test a révélé la vérité. Et la vérité a tout révélé. Pas la vérité qu'ils cherchaient, mais la vérité dont ils avaient tous deux besoin, que l'amour sans confiance est une prison, que la confiance sans vulnérabilité est une illusion, et que la vulnérabilité sans courage est impossible. Ils ont trouvé ce courage. Dans la destruction, dans la reconstruction, dans les conversations douloureuses et les silences réparateurs. Ils l'ont trouvé. Et en le trouvant, ils se sont retrouvés l'un l'autre. Véritablement. Finalement. Complètement. Et c'est la plus belle histoire de toutes.